Bonjour à vous qui avez pris le rendez-vous de cette émission. Bienvenue donc sur votre plateau. C'est la journée santé, vous le savez, tous les mardis. Alors aujourd'hui, nous parlons donc de cette inflammation du foie causée par une infection due à un virus donc, ou encore d'origine toxique. Il s'agit bien des hépatites. Les hépatites, ce sont des maladies dont on entend beaucoup parler. Il en existe plusieurs types. Mais réellement, qu'est-ce que nous en savons, à part le fait que ça touche le foie et que ça fait beaucoup de dégâts? Qu'est-ce que nous en savons? Nous avons décidé d'en parler aujourd'hui pour mieux vous édifier et pour mieux nous informer également sur les conséquences et les précautions à prendre pour pouvoir les éviter au maximum. Émeric, bonjour. Bonjour Bouna aussi, bonjour chers amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Je vais très bien. Modeste, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour Émeric et bonjour aux amis téléspectateurs. Qu'est-ce qui nous vaut le rose de ce matin? C'est la joie. Ah, d'accord. Ça, c'est intéressant. Donc, vous allez partager votre joie avec nous ce matin, alors. Avec plaisir. Alors, nous parlons des hépatites ce matin. Et justement, je voudrais vous demander qu'est-ce que vous en savez, à part peut-être ce que j'ai dit, Modeste. Ah bon, simplement que l'hépatite, c'est une inflammation du foie causée par quoi, je ne sais vraiment pas. C'est vrai, on dit souvent il faut faire les analyses pour voir si vous avez d'hépatite et par la suite faire un vaccin. Donc, c'est pas grande chose quand même. Émeric? Je dirais que je n'en sais pas grand-chose par rapport à l'hépatite, seulement que je sais qu'on parle d'hépatite B, d'hépatite C, on parle également d'hépatite aiguë. Donc voilà, je sais que c'est, comme l'a dit Modeste tout à l'heure, c'est une inflammation du foie et donc pas grand-chose là-dessus. C'est vrai que cette dernière, il y a encore quelques années, on entendait beaucoup parler. Exactement. Et comme si, il y a 2 ans, ça s'est un peu tassé. C'est comme si, bon, la situation a été un peu plus réglée, qu'on maîtrise mieux les choses. Bon, le médecin va nous en dire davantage tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on n'en entend plus vraiment parler? Bon, si c'est que on en guérit. C'est une pandémie qui était venue, qui s'est repartie. Pourquoi pas? C'est bien possible. C'est bien possible. On va en savoir davantage donc tout à l'heure. Le mot du jour. Le mot du jour, puisqu'on parle aujourd'hui d'hépatite, il faut savoir que le mot du jour, c'est bien évidemment virus. Et il faut savoir que virus s'écrit avec V-I-R-U-S. On parle bien sûr d'un virus qui est un nom masculin. Le premier sens qu'on donne au mot virus, c'est bien sûr un agent infectieux très petit qui possède un seul type d'acide nucléique, ADN ou ARN, et qui ne peut se reproduire qu'en parasitant une cellule. Voilà. Le deuxième sens, c'est bien sûr au sens littéraire. On parle bien sûr de principe, source de contagion, le virus révolutionnaire, par exemple. Et puis, le troisième sens, c'est bien sûr une instruction parasite ou suite d'instructions parasites introduites dans un programme informatique et susceptible d'entraîner diverses perturbations dans le fonctionnement de l'ordinateur. Les virus informatiques sont capables de résister à certaines tentatives de destruction en se dupliquant. On parle bien sûr, vous en entendez parler souvent, mon ordinateur est virusé. Voilà. Deux citations pour finir avec le mot virus, c'est bien sûr celle d'abord de Tim Guinard qui dit « Aimer, c'est espérer pour l'autre et lui inoculer le virus de l'espérance. Aimer, c'est espérer pour l'autre et lui inoculer le virus de l'espérance. » Et puis la dernière citation est une citation anonyme qui dit « Ne sous-estimez pas les petits adversaires. Un lion se voit, pas un virus. Ne sous-estimez pas les petits adversaires. Un lion, ça se voit, pas un virus. » C'est vrai, un virus, ça ne se voit pas. D'ailleurs, nous en avons tous, bon, les virus, mais les microbes, je vais dire. Les microbes. Les microbes, je vais dire. Mais les virus font beaucoup de dégâts et justement, nous allons en parler tout à l'heure avec nos invités. Nous avons aujourd'hui, bien entendu, Félicien Edou qui, en première partie, va nous donner des informations sur les différents types d'hépatites, comment les traiter, comment s'en préserver, comment se préserver donc contre ces hépatites. Et en deuxième partie, notre phytothérapeute, parce que c'est une maladie aussi
que beaucoup traitent dans les plantes, mais le tout est de savoir comment le faire pour justement ne pas encore se créer des problèmes. Et nous aimons bien mettre l'accent sur certains éléments pour nos amis téléspectateurs. Émeric, vous nous revenez donc dans les prochaines minutes avec le phytothérapeute Modeste. Je vous retrouve également tout à l'heure. Voilà, première partie donc de votre émission. Je suis avec le docteur Edson. Bonjour. Bonjour, Dame Brunel. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Merci pour votre présence encore renouvelée ce matin. Nous parlons donc des hépatites et c'est vrai que j'ai, dans mon introduction, donné quelques éléments, inflammation du foie, virus et autres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en complément donc pour nous expliquer ce que c'est que les hépatites? Merci beaucoup pour le thème du jour. Avouons que on en parle de moins en moins. Oui. Et ça ne veut pas dire que La situation s'est assez. Non, pas du tout. Malheureusement, c'est d'autres pandémies qui ont un peu caché les autres, alors qu'en fait, les autres continuent toujours aussi de se manifester. Alors, si on parle d'hépatite, comme vous l'avez déjà si bien dit, il y a en deux parties. Il y a la partie qu'on hépa et la partie tite. La partie hépa fait référence au foie. Et la partie tite parle de l'inflammation. Donc, on parle d'une inflammation du foie. Du foie. Simplement, en définition, l'hépatite, c'est une inflammation du foie. Très bien. Alors, comme vous l'avez si bien dit, on va distinguer les hépatites qui sont d'origine virale et ceux qui sont d'origine toxique. Alors, celles qui sont d'origine du moins virale sont des hépatites causées par des virus, dans lesquels nous avons 5 grands groupes généralement, qu'on appelle l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D et l'hépatite E. Certes, il y en a d'autres types qui ont été déjà identifiés, mais qui n'est pas vraiment problématique. Donc, du coup, on se focalise sur les 5 grands types-là et que c'est sur ça qu'on se base. D'accord. Alors, lorsqu'on parle maintenant d'hépatite toxique, l'hépatite toxique, c'est l'hépatite causée par la consommation d'un produit hépatotoxique, que ce soit un médicament, que ce soit un autre type de tisane. Notre phytothérapie thérapeute sera là pour nous parler mieux de ces plantes qui peuvent déjà causer des problèmes au niveau du foie si on en consomme de façon non contrôlée. Et soit c'est un médicament pharmaceutique que vous avez pris, dont on sait que ce médicament est hépatotoxique, donc vous n'avez pas fait attention, que vous avez consommé de façon exagérée. Cela peut vous provoquer une inflammation au niveau du foie à l'origine de l'hépatite. Ça peut être de l'alcool. Ça, c'est un élément incontournable chez nous ici, comme le plus souvent, parce que les gens adorent consommer de l'alcool. Et quand vous consommez de l'alcool, ça abîme complètement votre foie et vous développez une hépatite alcoolique. Et imaginons que quelqu'un qui a déjà une hépatite A ou B ou C, ou maintenant qui ajoute de l'alcool, c'est ça, vous imaginez. On peut avoir les deux types en même temps, c'est ça? Oui, on peut avoir deux types combinés. Par exemple, vous prenez l'hépatite D, par exemple, vous ne pouvez pas avoir l'hépatite D sans avoir l'hépatite B. Lui vit au dépend de l'hépatite B. Du coup, vous allez combiner les deux et on va y revenir plus tard sur les signes pour voir la gravité. Absolument. Alors, quand on parle de l'hépatite, vous devez savoir qu'on parle d'hépatite aiguë et de chronique. J'aime bien faire cette démarcation dès le départ pour qu'on comprenne, parce qu'on va évoluer. Ça va nous permettre de comprendre à quel moment ça devient dangereux et à quel moment ça devient qu'il faut courir. Là, on va y venir. Alors, on parlera d'hépatite aiguë lorsque les manifestations apparaissent ou qu'une personne a l'hépatite B qui a évolué sur en durée inférieure à 6 mois. Mais malheureusement, chez nous, dans nos contextes ici, on ne va jamais se dépister. On ne sait pas donc si on a la maladie. On ne sait pas si on a la maladie. C'est quand les signes commencent par apparaître. Maintenant, quand on court pour aller faire, même parfois, même pas qu'on est allé faire les dépistages, c'est d'autres maladies qu'on développe, d'autres signes qu'on développe, que le soignant voit que ces signes-là, ça peut refléter, ou bien ça peut cacher derrière une hépatite, qu'on demande les tests et qu'on se rend compte que la personne a l'hépatite. Donc, en un temps de 6 mois, inférieur à 6 mois, c'est que vous êtes à l'étape d'hépatite aiguë. D'accord. Mais lorsque ça dépasse 6 mois, ça veut dire en ces 6 mois, l'organisme est capable de l'éliminer quand vous êtes un aigu. Mais si lorsque l'organisme n'a pas réussi à l'éliminer, ça veut dire que ça dépasse 6 mois, vous passez à l'hépatite chronique. Donc, on parle d'hépatite aiguë et chronique. C'est une durée de 6 mois qui sépare les deux. Très bien. Voilà. Alors, merci pour toutes ces clarifications sur les différents types d'hépatites. Nous allons donc y aller cas par cas. Quand on parle d'hépatite virale, il y en a donc 5 types, A, B, C, D, E. Comment on les distingue? Voilà.
C'est une bonne question. Comment on les distingue? Et pour pouvoir distinguer ces différentes hépatites, certes, au niveau des signes, il n'y a pas une différence des signes. Donc, vous manifestez les signes qui font penser à une hépatite. On ira demander les types d'hépatite qu'on peut demander facilement. Et puis, s'il y a quelque chose à faire, on vous aidera à le faire. Maintenant, quand on veut savoir quel type d'hépatite, c'est que vous allez faire les tests. Ça, c'est obligatoire et incontournable. Sans faire les tests, on ne peut pas vous dire quel type d'hépatite vous avez. D'accord. Certes, lorsqu'on voit la gravité, c'est au cas où vous êtes en stade de complication, on a directement une idée de quel type d'hépatite peut faire ce type de dommages. Okay. Là, on peut vous orienter directement à faire tel type d'hépatite. En tout cas, probablement vous avez telle hépatite. Mais généralement, dans la majorité des cas, 90% souvent, ça n'a pas de signe. C'est le reste qui se passe en passe de chronicité et complications. Là, maintenant, quand on se rend compte que vous avez hépatite. Ça n'a pas de signe. Au départ, ça n'a aucun signe. C'est asymptomatique. C'est plus vous évoluez, plus ça abîme complètement votre foie maintenant que les premiers signes vont commencer par apparaître. C'est à ce stade-là, c'est que le foie a déjà été abîmé. Mais au départ, vous n'aurez aucun signe. Et c'est ce qui fait que cette maladie est encore plus grave, ça. Comme le cas de VIH que vous avez attrapé, vous n'avez pas avoir de signes. C'est quand ça atteint complètement amorti le système immunitaire que vous commencez pas à avoir de petits signes. C'est exactement comme ça se passe au niveau de l'hépatite. Vous allez l'attraper, vous n'allez pas développer la maladie tout de suite. Et progressivement, ça est en train de bousiller le foie, progressivement. Et là, lorsque ça arrive à un stade où le foie n'arrive plus à survivre lui-même, il commence par manifester les signes de défaillance hépatique. Très bien. Alors, vous avez dit que ça n'a pas de signes au début, mais après, quels sont les signes pour lesquels on reconnaît donc que c'est une hépatite? Merci. Comme je le disais, il y a les formes asymptomatiques. Oui. Ceux-là, vous n'aurez aucun signe. Oui. En tout cas, peu importe le type d'hépatite que vous avez pris, il n'y a pas de signe. Si vous avez l'habitude de faire des bilans de santé régulièrement, tous les 6 mois, vous le saurez que vous avez attrapé de l'hépatite. Alors, lorsque maintenant l'hépatite est là et qui est en train d'altérer la fonction du foie, en créer une inflammation au niveau du foie, là, les premiers signes vont commencer par apparaître. C'est la première chose, c'est que vous sentez la fatigue extrême. Vous êtes tout le temps fatigué, vous essayez de traiter par l'eau, vous allez traiter l'infection, vous allez traiter tout ci, mais ça ne s'améliore pas. D'accord. Et malheureusement, ce qui amène encore le problème, c'est que les médicaments ou les produits qu'on cherche pour pouvoir traiter sa fatigue-là, parfois encore, sont hépatotoxiques. Oui. Et là, ça aggrave au contraire la situation, alors qu'on espérait que ça s'améliore, mais pourtant, là, tout devient encore plus exagéré. Là, on se commence à se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas l'hépatite qui j'ai? Il faut vite aller faire les tests pour s'en assurer que ce n'est vraiment pas l'hépatite. Parce que si vous ne faites pas tout de suite, lorsque ça continue, les autres signes vont commencer par apparaître. Parce que c'est la fatigue que vous sentez maintenant. Vous savez, le foie, c'est lui qui sécrète la bile, qui est stockée dans la vésicule biliaire, qui permet la digestion des aliments. Alors, si ce foie commence par avoir des difficultés à sécréter ce qu'il doit sécréter pour maintenir le bon fonctionnement de la digestion des aliments, du coup, ces aliments seront mal digérés. Oui. Alors, vous vous retrouvez peut-être avec une diarrhée. D'accord. Qui commence comme ça, fortuitement. Après, vous sentez qu'il y a une fièvre qui s'associe. Vous essayez de traiter avec des paracétamol, ce qui aggrave encore les cas. Parce que le paracétamol, c'est le foie qui métabolise. Le foie a déjà des difficultés et vous mettez du paracétamol, c'est ça. Ça peut vous vraiment créer des problèmes. Alors, plus on avance et que vous ne faites pas vite, vous allez commencer par sentir que votre peau commence par jaunir. Ah bon? Oui. Ça jaunit? Oui. Les yeux, là, les yeux commencent par devenir jaunes. C'est ce qu'on appelle les jaunisses chez nous, qu'on appelle l'ictère. Là, l'ictère apparaît. Quelques temps après, vous allez pisser, vous allez voir que ça devient Coca-Cola. D'accord, la couleur même de Coca-Cola. La couleur Coca-Cola, ou foncé. Ça commence par foncer, plus progressivement, ça devient Coca-Cola. Là, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. Lorsque ça va comme ça, quand vous allez au sel, malheureusement, ici, on fait directement dans les toilettes, on ne regarde pas. Quand vous faites les sels, vous allez voir que les sels sont décolorés. Normalement, ça devait être jaune, un peu façon, ça dépend de ce que vous avez mangé. Mais carrément, peu importe ce que vous mangez, c'est blanc. Aspect blanchâtre. Quand c'est l'aspect blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas les substances qui est sécrétée au niveau du foie qui permet de donner l'aspect là au sel n'est pas sécrété. Du coup, les sels également pètent. Et c'est les mêmes choses qui doivent passer dans les reins pour pouvoir changer la couleur des urines, qui n'est pas passée dans les reins. Du coup, la couleur des urines sont devenues problématiques. Du coup, ce qui sort est totalement à l'inverse de ce qui devait sortir. Tous ces signes-là, quand vous ressentez, c'est clair que vous avez un problème au niveau du foie.
D'accord. Est-ce que c'est que vous avez consommé quelque chose ou bien est-ce que c'est une hépatite qui est en train de dégrader votre foie? Il faut vite faire pour pouvoir aller retrouver les signes. Ça, c'est lorsque, de façon classique, les signes, ça peut être maux de ventre, ça peut être du ballonnement abdominal. Ce qui est difficile, compliqué chez les enfants, quand un enfant se retrouve dans une famille où la mère ou le père ou quelqu'un de la famille a l'hépatite et que l'enfant l'attrape, immédiatement, vous ne saurez pas. Vous allez commencer la vaccination à 6 mois pour ceux qui continuent de faire la vaccination comme il le faut pour l'enfant, mais c'est déjà trop tard. Parce que l'enfant a déjà attrapé l'hépatite avant les 6 semaines de vie, quand on commence la vaccination contre l'hépatite. C'est pour ça, aujourd'hui, les réglementations ont mis en place un système de vaccination systématique des nouveau-nés pour l'hépatite B, par exemple. D'accord, donc dès que l'enfant naît... Immédiatement, il faut vacciner l'enfant contre l'hépatite B. Peu importe les statuts de la mère ou peu importe, obligatoirement faire le vaccin pour l'hépatite B, tout au moins. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour quelqu'un qui a déjà une mère qui a déjà l'hépatite B positif, par exemple, et qui est enceinte. Ce n'est pas le simple vaccin là qui va protéger forcément l'enfant. Ça peut arriver que ça protège, mais ça ne protège pas toujours. Donc, il y a un autre type d'immunoglobuline qu'il faut injecter à l'enfant à ce stade, quand l'enfant naît, pour pouvoir protéger l'enfant contre l'hépatite de la mère. Parce que la maman va s'occuper de l'enfant, va l'allaiter pendant toute la durée de l'allaitement maternel. Du coup, on est obligé, en plus du vaccin, il faut aussi encore une immunoglobuline là, à injecter à l'enfant. Mais malheureusement, cette vaccin-là coûte 52 000. C'est donc dire que tous les enfants n'y ont pas forcément droit. Voilà, c'est là que je m'en vais. Tous les enfants n'auront forcément pas droit parce que même moi, dans ma profession, je n'ai qu'un ou deux parents qui ont pu réussir à honorer le vaccin. Parce que c'est énormément, ça coûte cher. Comme même déjà, l'accouchement, tout ça, là, c'est qui les dépenses, même parfois, ils se retrouvent à 30 000, c'est plein déjà. Imaginons maintenant qu'on leur dit, maintenant, on va aller me chercher tel vaccin à 52 000. 52 000. Et non plus, ce n'est même pas toutes les pharmacies qui en vendent. Il faut aller jusqu'à quand ils pouvoir en trouver. Et c'est compliqué pour certains enfants, donc, c'est que les parents sont déjà confirmés hépatite B, avant que surtout la maman, avant d'accoucher. C'est difficile dans ces conditions-là. Mais on essaye quand même de gérer au mieux qu'on peut. On essaie de prier également parce qu'on va revenir sur chaque type d'hépatite. On va dire comment on s'en sortira, comment l'organisme réussit à s'en sortir et à l'éliminer. Alors, il y a une forme qui fait peur à tout le monde. C'est la forme qu'on appelle l'hépatite fulminante. La forme fulminante, là, c'est la forme la plus grave parce que ça détruit complètement le foie. C'est dans les 5 types là? Si, les 5 types là. Mais il y en a qui ne peuvent pas donner cette forme. Il y en a qui sont capables de donner cette forme. L'hépatite B, lorsque ça s'associe à l'hépatite D, donne plus vite l'hépatite fulminante. Parce que les deux se retrouvent ensemble, c'est un dégât terrible, les deux causes. Le tout, c'est tout fait pour ne pas attraper l'hépatite B. Quand vous attrapez l'hépatite B, faites attention pour ne pas attraper les D sur le terrain. Parce que ça peut facilement détruire complètement votre foie. Et là, vous avez une hépatite fulminante. Ou l'hépatite C, chez une femme enceinte, peut complètement bouger le foie de la femme enceinte. C'est pour ça qu'il faut se dépister obligatoirement avant de tomber enceinte. Ou sur la grossesse, ça fait partie des bilans prénataux qu'on demande obligatoirement pour s'assurer que est-ce que sur ce terrain, la femme n'a pas d'hépatite. S'il y a d'hépatite, il faut des précautions à prendre, des conseils hygiéniques, tout ce qu'il faut avant l'accouchement pour éviter, parce que quand on va revenir sur les modes de transmission, on va parler de comment chaque sont être transmis, surtout au niveau de la mère et de l'enfant. Alors, en dehors de ça, il y a l'hépatite. Quand l'organisme n'a pas réussi à faire sa gymnastique pour pouvoir éliminer, que ça passe après 6 mois, on va passer à l'hépatite chronique. Là-bas, l'hépatite chronique n'a pas de signes en tant que tel. Les signes vont s'estomper. Peut-être c'est juste diarrhée, vomissement ou ballonnement abdominal. C'est passé sous silence. Et ça continue de se développer en soudine. Du coup, ça va devenir l'hépatite chronique. Et quand ça devient l'hépatite chronique, je dis en même temps que l'hépatite chronique ne se soigne pas. On vit avec à vie. Quand ça passe à l'étape chronique, c'est terminé. C'est à vie. Mais on traite quand même on va essayer les difficultés que vous ressentez et autres. La personne peut vivre avec. Mais ce n'est pas pour guérir, en fait. Ce n'est pas pour guérir. C'est le stade aigu qu'on guérit. Mais stade chronique, c'est que toutes les hépatites qui vont passer à l'étape chronique, on ne guérit plus. La personne va vivre avec. On va essayer juste d'amortir les signes et puis la personne va vivre avec tout le reste de sa vie. Il suffit qu'il adopte des moyens d'hygiène alimentaire et autres, et même les médicaments qu'il doit consommer doivent être strictement contrôlés et il va vivre longtemps sans avoir de difficultés. Alors, ces hépatites, ce qui rend plus grave, c'est que
malgré que ça ne provoque pas vraiment de signes, ça peut se développer, ça peut évoluer vers un cancer du foie, D'accord. qu'on appelle le carcinome hépatocellulaire. Ça, c'est le drame de les formes chroniques. Plus ça avance dans le temps, plus ça va vous donner une carcinome hépatocellulaire. Ou bien ça va vous donner une cirrhose du foie. Une cirrhose du foie, Oui, on en entend beaucoup parler. souvent parler, d'ailleurs. surtout chez les enfants qui ont déjà appris l'hépatite là dès la naissance, par exemple, ou pendant la vie de nourrisson, et qui grandissent avec au bout de 7, 6 ans, 8 ans. Vous allez voir, les enfants là ont les ventres très ballonnés. Vous allez voir les vaisseaux qui sortent au niveau de leur Du peau, ventre, et le foie est totalement nodulé, tout ça là. C'est difficile pour ces jeunes enfants. Parce que comme ils ont pris ça de tout petit, ils ont le temps. En fait, l'organisme d'abord n'est pas solide pour se défendre. Oui. Du coup, ça crée plus de dommages chez les enfants plus que les adultes. C'est pour ça qu'on fait tout pour éviter la forme chronique chez les enfants. Parce que si un enfant ou un adolescent se retrouve avec la forme chronique, c'est difficile. Imaginons qu'il fait un paludisme simplement sur ce terrain, c'est compliqué. On sait que le paludisme, c'est le foie. C'est notre maladie de tous les jours. De tous les jours, c'est ce qui rend plus difficile. Il fait une paludisme et en même temps, il pisse Coca-Cola en même temps. Parce que le foie est déjà abîmé. Du coup, on sait que le paludisme, c'est encore le foie, il va attaquer. Et du coup, les signes deviennent de façon exagérée et on se retrouve avec des choses très très difficiles à gérer sur les bras. Donc voilà, de façon générale, les signes que nous pouvons avoir quand on sent ou bien qu'on a l'hépatite. Très bien. Voilà. Alors, vous avez parlé du vaccin pour les enfants contre l'hépatite B. Je voudrais demander pourquoi le B spécifiquement pour les enfants? Parce que c'est le seul qui a un vaccin accessible. Alors, bon, quand on va revenir sur les vaccins, d'accord. on va revenir. Exactement. Alors, au niveau des différents types d'hépatite, le A, E, B, C, D et E, disons, lesquels sont les plus graves? Est-ce que ça évolue en forme de gravité et justement dans l'ordre de l'ABC? Non, les formes ABC, c'est l'ordre par lequel la découverte a été faite, D'accord. qui a été noté A, B, C, D, E, ainsi de suite. Bon, c'est le A qui a été découvert premièrement, ensuite, jusqu'à la fin. Voilà. Ce sera difficile de dire Que celui-ci est plus dangereux que l'autre. dangereux. Non, ça dépend du terrain sur lequel Il se greffe. cette hépatite se greffe. D'accord. Ou ça dépend du système immunitaire de l'intéressé même qui a chopé l'hépatite. Parce qu'il y a parfois même certaines hépatites qui ne sont pas censées être graves, mais quand ça se retrouve sur un terrain immunodéprimé, par exemple, c'est grave. Du coup, ça dépend du système immunitaire de chaque individu qui attrape le virus. Donc, on ne peut pas dire que c'est tel est plus dangereux, mais il y a la combinaison de B Entre le B et le le D, D. Oui. qui peut tellement causer des dégâts. Si vous ne savez pas si faire, vous allez passer. Très bien. Alors, les hépatites, comment est-ce qu'elles se contractent? Voilà la grande question. Et ce qui va nous aider à beaucoup plus agir sur la prévention que la guérison. Comme je le dis toujours, c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Parce que quand on dit on guérit, c'est Dieu qui guérit. Et on ne peut pas vous donner la certitude que ce qu'on va vous faire, ça va vous sauver définitivement. Impossible. Alors, quand on va aborder selon pour l'hépatite virale, chaque niveau, comment est-ce que ça se transmet. Alors, quand je prends l'hépatite A, dans ses modes de transmission, généralement, c'est féco-oral, comme le cas de la fièvre typhoïde. Oui. Donc, vous prenez le virus et vous l'apportez à la bouche directement. Donc, soit vous avez mangé un repas souillé par le virus, ou vous avez pris même de l'eau simple qui a été souillée par le virus. Là, automatiquement, vous attrapez le virus. D'accord. Alors, l'avantage, je vais dire, est-ce que c'est un avantage? Je vais dire, ce virus, quand vous l'attrapez, il n'y a pas de traitement. L'organisme même... C'est le corps qui l'élimine. Élimine. À coup sûr, en tout cas, jusqu'à présent, l'organisme réussit quand même à l'éliminer. Pour les gens qui ont un système immunitaire compétent. Ça, on arrive à le gérer à peu près. Et quand on le fait une fois, c'est à vie. D'accord. Vous n'allez jamais faire hépatite A 2 fois. Vous le faites une fois, votre système sécrète des anticorps, il est en immunité complète et que c'est à vie. Très bien. Alors voilà comment on attrape l'hépatite B. Ça, c'est, vous prenez, vous envoyez ça dans la voie digestive et ça vous crée le problème de l'hépatite. Alors, maintenant, l'hépatite B, nous allons, cette hépatite B, pourquoi on s'incite sur l'hépatite B? Parce que ces modes de transmission sont trop accessibles, trop faciles et on est facilement contaminé. Alors, il y a le fait que la transmission est purement humaine. Donc, c'est d'un homme à un autre.
Donc, d'un individu à un Un autre. Donc, on ne peut pas passer au-delà de ça. C'est que quelqu'un vous le donne directement. D'accord. Le réservoir, c'est l'être humain. D'accord. Et il peut vivre, bien vrai qu'il peut vivre dans la surface au moins encore jusqu'à 7 jours avant de mourir définitivement, à l'air ambiant, sur les supports, ça peut vivre. C'est pour ça qu'on va aborder les autres petites méthodes de transmission. Alors, lorsque je prends, d'abord, c'est rapport sexuel. OK. La Donc, contamination se fait par les rapports sexuels. Donc, si vous faites un rapport sexuel non protégé avec quelqu'un qui a l'hépatite B, vous pouvez l'attraper. Ça ne veut pas dire que vous allez l'attraper. Vous pouvez l'attraper ou non. Mais c'est une mode de transmission qui est décrite, qui est confirmée. Quand quelqu'un a l'hépatite B et que vous faites les rapports sexuels avec la personne non protégée, vous pouvez attraper le virus. Deuxième chose, c'est que par le sang, tout objet souillé qui est en contact avec votre sang ou le sang de l'individu qui est contaminé peut également vous contaminer comme le VIH. j'allais dire exactement le VIH, parce que là, nous sommes en plein dans les modes de transmission Voilà. du VIH. Donc, que ce soit les aiguilles pour les soins à l'hôpital, Oui. que ce Et soit là, qui n'ait pas été, de toute façon, les aiguilles sont personnelles et que quand on finit un, il faut éliminer. C'est ça. Sauf en cas d'une chirurgie et qu'il y avait un problème de stérilisation. Si ce n'est pas le cas, généralement, ces cas-là, ce n'est pas fréquent. Soit c'est les gens les toxicomanes qui fument de la drogue et qui s'injectent Qui se de la drogue partagent et qui se partagent les matériels. C'est facile pour se faire contaminer. Ceux qui font du tatouage, Oui. on en a déjà parlé sur ce plateau, Oui. si l'asepsie n'est pas respectée, facilement lors d'un tatouage, vous pouvez vous faire attraper l'hépatite B. Alors, soit les piercings, ceux qui adorent aller se faire percer les oreilles, les nez, la langue, tout ce qu'ils veulent percer, s'ils ne le font pas avec des matériels uniques et personnels, ça peut se retrouver par là, ils vont attraper l'hépatite B. Alors, nous avons maintenant la transmission verticale. Ça, c'est de la mère à l'enfant. Soit ça peut se passer dans le ventre, avec un passage placentaire, qui fait que la maman transmet directement l'hépatite à l'enfant avant de naître, ou bien à l'accouchement, lors du contact entre la mère et l'enfant, ou bien pendant l'allaitement. C'est ça. Et ça, c'est là que je revenais sur la prévention. C'est pour ça, systématiquement, quand un enfant naît, on fait d'abord le vaccin, sans savoir même déjà quoi est le statut de la mère. Maintenant, si on voit maintenant le statut de la mère, que la mère est déjà l'hépatite B, il faut alors aller chercher l'immunoglobuline type G pour venir injecter à l'enfant obligatoirement pour couvrir les 6 premières semaines pour permettre à l'enfant de commencer sa vaccination contre l'hépatite B à 6 semaines. Parce que la vaccination commence à 6 semaines. Oui. Et cette période-là, l'enfant a risque d'attraper déjà le virus. Et s'il attrape le virus, la vaccination que vous allez faire après n'a plus d'efficacité. Ne pourra rien faire. Ça n'aura plus d'efficacité. Du coup, l'enfant plus tard va forcément développer l'hépatite B. Et vous allez vous demander, mais pourtant j'ai fait des vaccins. Non, c'est parce qu'en fait, l'enfant est déjà contaminé avant de se faire vacciner. Du coup, la maladie est déjà là et que rien n'est fait pratiquement. C'est pour ça aujourd'hui, il faut quand vous accouchez, exiger toujours au cas où l'agent de santé a oublié. Est-ce que vous avez fait le vaccin à mon enfant? C'est gratuit. Le gouvernement l'a subventionné que quand l'enfant sort, on fait systématiquement les vaccins de l'hépatite B à l'enfant. Très bien. Mais quand vous êtes hépatite B positif déjà, sachez que déjà sur votre grossesse, commencez par cotiser votre 52 000 quelque part. Ça, c'est pour la vie, la protection de votre enfant et de son avenir. Parce que quand ça va commencer, ça coûte énormément cher quand l'enfant commence par développer les signes de l'hépatite. Énormément cher. Et rien ne prouve qu'il ne va pas développer un cancer sur ce foie-là, parce qu'il est trop jeune pour pouvoir avoir l'hépatite. Et les complications, les manifestations sont plus dramatiques chez l'enfant. Et quand ça passe à l'étape de chronicité, c'est difficile à gérer. Ensuite, il y a la transmission horizontale. Là, c'est entre la famille, entre les proches. Quand vous partagez les brosses à dents, vous partagez les cuillères, vous partagez les objets de toilette, là, facilement, vous allez attraper le virus. C'est ce qui fait qu'en fait, on met beaucoup plus l'accent sur l'hépatite B parce que sa contamination est rapide. Et puis, il y a tellement de façons de l'attraper que même en restant devant quelqu'un qui va vous discuter, qui vous envoie des gouttelettes de sa salive qui contient le virus, vous pouvez facilement attraper le virus de cette façon. Mais alors, vous avez dit tout à l'heure que lors d'un rapport sexuel non protégé, mais bon, c'est vrai que la protection, c'est avec un préservatif ou autre, mais si on peut déjà l'attraper avec les gouttelettes de salive, est-ce que la protection a encore sa raison d'être? Oui, c'est une bonne question. Vous savez,
pendant les rapports essais, il y a les préliminaires, Oui, tout ça là, qui peuvent oui. déjà vous faire contaminer. Oui. Mais attention, vous pouvez avoir l'hépatite B, ne pas la transmettre à votre partenaire. Ça veut dire que vous avez un bon suivi et que votre traitement, vous avez eu un traitement, vous avez eu un suivi qui fait que quand on dose votre sang, on constate que vous avez les anticorps qui vous protègent. Là, en ce temps-là, vous n'allez pas transmettre. Mais si vous êtes en phase aiguë et que vous êtes en phase évolutive poussée, là, cette période-là, vous allez transmettre facilement à votre partenaire. Et maintenant, c'est pour ça qu'on demande toujours, il faut toujours se faire dépister. Quand on est négatif, on se fait vacciner. Vous êtes vacciné, peu importe la personne qui est en face de vous, vous n'allez pas l'attraper. Mais si vous n'êtes pas fait vacciner, facilement vous allez l'attraper ailleurs. L'embrassade simplement, vous embrassez seulement, c'est fini, vous pouvez attraper le virus. Voilà pour l'hépatite B. Très bien. Pour l'hépatite C, c'est exclusivement sanguin. La contamination est sanguine. D'accord. Donc, objet souillé, tout ce qui est souillé qui touche le sang de quelqu'un qui est hépatite C et qui touche votre sang, vous pouvez facilement attraper l'hépatite C. C'est purement contamination sanguine. Ça, c'est la particularité avec l'hépatite C. C'est pour ça, ce n'est pas aussi, l'accent n'est pas aussi sur ça comme l'hépatite B, parce que là-bas, il faut aller forcément se faire injecter quelque chose ou contact de sang avant de pouvoir l'attraper. Obligatoire. Très bien. Alors, l'hépatite D, comme je l'ai dit, ne vit pas sans l'hépatite B. L'hépatite B, vous n'aurez jamais dans votre corps si vous n'avez pas l'hépatite B déjà. L'hépatite D. D. Vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'avez pas l'hépatite B. D'accord. Donc, c'est le même mode de transmission que l'hépatite B. Donc, évitez d'avoir l'hépatite B, vous évitez en même temps d'avoir l'hépatite D, automatiquement. D'accord. Maintenant, l'hépatite E, Oui. là, c'est une transmission de l'animal à l'homme. Les animaux domestiques Les animaux, ou bien les autres animaux? Ce qu'on consomme. Ce qu'on consomme, d'accord. Ce qu'on consomme. Les aliments, surtout la viande du porc qu'on adore manger, si c'est cru, on le consomme, on peut facilement attraper l'hépatite E. Si c'est mal cuit, on peut attraper. Mais si c'est bien cuit, généralement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, généralement, c'est dans les aliments qu'on consomme, surtout la viande qu'on consomme, qu'on attrape les virus de l'hépatite E. Donc, voilà, de façon ramassée, comment on peut attraper chaque type d'hépatite. Très bien. Alors, ça me permet de demander comment est-ce que nous allons peut-être l'éviter, c'est éviter tout ce que vous avez dit tout à l'heure, essentiellement pour le B, le C également, et le E si possible. Oui, bon, pour parler de l'éviter, il va falloir qu'on parle du traitement. Oui. Parce que c'est le traitement qui, dans les modes de traitement là, qui a le moyen qu'il faut l'éviter. Parce que éviter aussi, c'est un moyen de traitement. De traitement. Voilà. Alors, si je dis qu'on doit éviter, comme je viens de le citer, tous les modes de transmission, c'est de faire d'abord attention à tous ces modes de transmission. Et la plus importante, c'est de faire dépister. Le dépistage, c'est nécessaire pour savoir si l'on a le virus ou pas. On ne doit pas attendre les signes se manifester avant d'aller se faire dépister. Lorsque vous faites dépister et que vous êtes positif, vous vous rapprochez des spécialistes du foie et on vous demandera d'autres analyses sûrement pour pouvoir évaluer la gravité, le niveau où vous êtes et vous proposer un traitement. Là, vous évitez d'aller vers les complications. Ou vous faites le dépistage et que vous constatez que vous êtes négatif, vous devez aller vous faire vacciner. Avant, c'était un vaccin composé de 5 doses et qui n'est pas aussi facilement accessible. 7, si vous n'allez pas au centre de vaccination internationale, qui est environ 4 100 francs là-bas, si vous devez aller acheter ça en pharmacie, c'est 7 200 ou 7 500 une dose. Donc, il faudra 5 doses. Mais aujourd'hui, selon les nouvelles recommandations, c'est réduit à 3 doses. Donc, si vous faites le budget avec 21 22 000. Et puis, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique non plus. 1 mois, 2 mois, 6 mois après. C'est des périodes. Du coup, vous faites votre budget. Dès que vous êtes négatif, vous commencez la vaccination. Vous avez déjà l'argent réservé. Vous faites votre vaccination. Vous êtes sûr que vous êtes protégé. Ou carrément, avec 12 300 francs, vous allez au centre de vaccination internationale de Missebo, tranquillement, et puis vous faites votre vaccin. Les 3 doses, vous êtes sûr que vous êtes protégé. C'est le meilleur moyen de prévenir. Et vous prévenez en même temps, si c'est l'hépatite B, vous prévenez en même temps l'hépatite B, vous prévenez en même temps l'hépatite D. Ça peut même vous protéger pour ne pas attraper l'hépatite C. En prenant le vaccin de l'hépatite B. Très bien. C'est le meilleur moyen. Maintenant, si nous revenons sur, qu'on dise, les modes d'hygiène alimentaire est primordial. Tout ce que nous consommons
il faut faire attention parce que s'il y en a qui sont hépatotoxiques et que ça se retrouve sur un terrain où vous avez déjà l'hépatite B, même en cachette que vous ne savez pas, vous pouvez réveiller et aggraver votre hépatite. Alors, les médicaments, quand on prescrit les médicaments, on connaît, en tout cas celui qui a fabriqué les médicaments, il a mis les effets là où le niveau d'action, la cible, la dose qu'il ne faut pas dépasser. Et lorsque vous respectez, normalement, ça ne devrait pas vous poser problème. Même s'il y en a quelques rares cas que même une petite dose peut être fatale pour la personne. Là, c'est pour ça que l'automédication, c'est dangereux. Parce que vous ne maîtrisez pas votre état de foie et puis vous consommez des produits qui sont déjà hépatotoxiques, vous allez vous retrouver avec beaucoup de complications. En même temps, l'alcool qui vient sur le terrain, vous êtes hépatite, vous avez hépatite et vous ne savez même pas, vous consommez de l'alcool. Vous voyez déjà que ça, déjà, l'hépatite est en train d'altérer la fonction du foie. On sait que l'alcool également altère la fonction du foie. Et du coup, vous allez vous retrouver carrément alité à l'hôpital ou même décédé avec les yeux totalement jaunes. On va dire que peut-être une sorcellerie. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est simplement ce que vous avez consommé qui vient de vous tuer. Très bien. Alors, pour le vaccin, bon, pour la guérison, comme je l'ai dit au départ, le virus de l'hépatite A, on n'a pas besoin de traitement. L'organisme traite et élimine complètement le virus et vous protège à vie quand vous le faites une fois. On ne va pas prier le faire, mais si on le fait aussi, on va prier que notre système immunitaire soit capable de l'éliminer. Parce que ça aussi, c'est une prière qu'il faut faire. Parce que c'est pas parce que l'organisme l'élimine qu'il faut faire tout pour aller l'attraper. Si votre système immunitaire n'est pas capable de l'éliminer, ça va vous créer beaucoup de dégâts d'abord. Je ne pense pas qu'on fasse tout pour aller attraper il y a des gens maladie. qui ont envie, il y a des gens qui ont envie de faire des expériences. Mais chez nous, ce n'est pas fréquent. Et en général, en 4 à 6 semaines, l'organisme a déjà éliminé le virus et puis vous êtes protégé à vie. Maintenant, l'hépatite B, voilà ce qui fait que généralement, les gens ne prêtent pas attention. On se dit peut-être que ça n'existe plus ou bien ça a diminué, c'est pour ça qu'on n'entend plus parler. L'hépatite B, par exemple, quand vous l'attrapez, vous avez 90% de chances de l'éliminer tout seul. L'hépatite B. L'hépatite B. Ah, d'accord. La guérison spontanée est de 90% des cas. Donc, du coup, on est guéri et on se balade avec l'anticorps et on est tranquille. D'accord. Mais les 10% qui restent là, ils peuvent encore transmettre à d'autres. Les 10% qui restent, qui n'ont pas pu réussir à éliminer, vont passer à l'étape chronique. Oui. Et en passant à l'étape chronique, ils sont à risque de faire jusqu'à même cancer du foie avec. Alors, l'hépatite C, également, la guérison peut être spontanée, mais cette fois-ci, c'est au maximum 30%. Donc, vous ne faites rien, vous avez juste 30% de chances de l'éliminer tout seul et jusqu'à 70-80% de chances de passer à la phase chronique. Et à la phase chronique, on ne peut pas vous promettre qu'on va... On va vous guérir. On va vous guérir. De toute façon, on ne va pas vous guérir quand vous passez à la phase chronique, vous allez vivre avec. On va essayer juste d'amortir les choses. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de vaccin. Il n'y a aucun vaccin. Vous l'attrapez, vous vous faites traiter, vous ne faites pas traiter, vous allez vous retrouver en phase chronique, vous allez avoir des complications qui vous attendent dehors. C'est pour ça que c'est toujours mieux de se faire dépister. Très bien. L'hépatite E également, la guérison aussi est là, avec le système de l'organisme. Ça peut l'éliminer complètement et vous faire guérir. Mais ici, pour l'hépatite E, généralement, ça ne passe pas en phase chronique. D'accord. Mais lorsque vous avez immunodéprimé, par exemple, quelqu'un qui a le VIH sur le terrain, ça peut passer à l'étape chronique. Okay, donc ça dépend de votre système immunitaire. Mais généralement, ça ne passe pas la chronicité. Vous gérez bien, c'est solide, l'organisme élimine et vous êtes tranquille. Maintenant, l'hépatite B, le traitement est D1 qui va se combiner à B. C'est pas facile à traiter. C'est ce qui fait que lui, il est plus facile de vous emporter que les autres individuellement. Lorsque les deux se retrouvent combinés, le traitement est moins efficace. Même traitement là, comme là, c'est moins efficace. Le traitement se fait à base de quoi? Avec les antirétroviraux, c'est les hépatogastrologues gastroentérologues qui s'en chargent et puis ils savent comment évaluer le terrain d'abord, certains d'autres facteurs qui vont demander, certains bilans qui vont demander pour savoir quel type d'antirétroviral ils vont vous prescrire et sur combien de temps c'est leur travail. Si vous avez l'hépatite, de toute façon, quand quelqu'un a l'hépatite B, quand j'ai fini de le dépister, le conseiller, je l'envoie directement chez l'hépatogastroentérologue qui va évaluer le terrain. Est-ce que vous êtes en état aigu? Est-ce que vous êtes passé déjà à la chronicité? Quel traitement est disponible pour vous? Il va évaluer tout ça et vous dire ce qu'il y a à faire. Donc voilà. Lorsque vous faites vacciner également contre l'hépatite B, vous protégez également contre l'hépatite D en même temps. Très bien. Alors, lorsque on ne s'est pas fait vacciner,
et qu'on arrive à traiter. Par exemple, le B, vous avez dit que dans 90% des cas, on peut l'éliminer, donc on peut facilement passer. Est-ce qu'on peut contracter la maladie plusieurs fois? C'est-à-dire pas le A, où vous avez dit que oui, ça vous protège à vie, dès que vous faites la maladie et que vous l'éliminez, les autres. Oui, les autres, comme j'ai dit, il y en a qui peuvent passer à la chronicité. Ceux qui peuvent passer à la chronicité lorsque vous l'attrapez et que votre organisme réussit d'un coup à l'éliminer à 90% oui. des cas, et que vous vous refaites contaminer, ça va recommencer. Et cette fois, si ça recommence une deuxième fois, ça risque de ne pas réussir à totalement l'éliminer et vous allez passer à la phase chronique. Ça veut dire que vous vivez avec quelqu'un qui a l'hépatite B et que votre organisme a réussi une première fois à l'éliminer. Ça ne veut pas dire que quand vous allez vous réexposer, la charge virale ne va pas recommencer, ne va pas augmenter. Et là, vous allez quitter la phase que vous êtes déjà guéri ou pas passer à la phase chronique. C'est seulement l'hépatite A, quand vous l'attrapez une fois que vous êtes guéri, c'est que c'est à vie. Mais le reste là, vous risquez de l'attraper le nombre de fois que vous vous exposez. Sauf ceux qui sont déjà passés à la phase chronique. Bon, c'est ceux qui ont réussi à éliminer spontanément et que tout a disparu de l'organisme. Quand ils vont remettre encore, ça peut recommencer. D'accord, très bien. Alors, on a parlé de protection, disons, plutôt de transmission par voie sexuelle. Et pour ces couples-là qui, ma foi, dont l'un des partenaires est infecté. Vous savez, même pour le bilan pour pouvoir se marier, moi, généralement, je demande l'hépatite B et l'hépatite C. Oui. Alors, lorsque quelqu'un, entre les deux couples, a l'hépatite B, là, systématiquement, et que l'autre n'a pas, il faut se faire vacciner. Il doit se faire vacciner. Il doit se faire vacciner. Il se fait vacciner et le problème ne se posera pas. Mais s'il ne se fait pas vacciner, il risque de l'attraper. Et malheureusement, les gens tombent déjà à la femme, surtout même les femmes. Quand je me le dis toujours, il n'y a pas une différence entre l'homme et la femme dans les bilans. C'est parce que la femme se retrouve l'obligation de le faire parce qu'elle est enceinte. Qu'elle aussi, elle se soumet. Sinon, elle aussi ne le fera pas. La preuve, c'est que ceux qui ne tombent pas enceintes, n'ont jamais tombé enceintes, n'ont jamais fait les bilans. Du coup, cette habitude-là, nous avons commencé par éviter, adopter de bonnes attitudes, c'est-à-dire d'aller chercher à savoir qu'est-ce que j'ai. Comme je le dis toujours, quand tout va bien, il faut aller vérifier si tout va bien, si ce n'est pas une illusion. Si vous ne le faites pas, vous ne le saurez pas. Et c'est malheureusement pendant la grossesse déjà, même parfois même les femmes, ils n'ont pas le bilan prénatal. Oui. C'est quand on crée au 3e trimestre maintenant là qu'on court pour aller faire les analyses. Et lorsqu'on découvre que là maintenant qu'il y a déjà l'hépatite B, l'hépatite C, là c'est compliqué. Là on dit, de toutes les façons l'enfant va sortir, on va le protéger, on va dépister le mari. Si le mari est négatif, on lui demande d'aller se faire vacciner immédiatement. Et là, on sait qu'au moins, il est protégé. Et ensuite, quand l'enfant va sortir également, on va le vacciner. Et immédiatement, il fait l'immunoglobuline pour le protéger de la contamination. Donc, la famille, le couple pourra vivre longtemps sans difficulté. Mais lorsque le mari ne se dépiste pas, il ne s'est pas fait vacciner, qui s'attend à attraper le virus. Très bien. Alors, le traitement, ça dure combien de temps? Ça dépend, ça dépend du type, ça dépend de la gravité, ça dépend du terrain sur lequel on vous a rattrapé. 3 mois, 4 mois, 6 mois. Ça dépend d'un bon traitement suivi avec des méthodes d'hygiène accompagnées. Avec 3 mois, 4 mois, 6 mois, vous allez avoir une bonne guérison si vous êtes en stade où on peut guérir. Dans le cas contraire, vous allez passer à la chronicité. On va essayer de vous suivre sur toute votre vie. Il faut se faire suivre. Parce qu'en fait, dans les symptômes, vous avez parlé de fatigue intense. Et je me demande si avec le traitement et autres, quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui professionnellement est actif pourra poursuivre ses activités. Bien sûr, il pourra poursuivre ses activités tranquillement, même en stade, même quand vous prenez même l'hépatite B associée au VIH-Sida, c'est une co-infection qui est vraiment dangereuse pour quelqu'un qui a le virus parce que le système immunitaire est déjà amorti. Quand l'hépatite B se retrouve, c'est encore plus grave. Même ceux-là, même lorsqu'on suit un bon traitement et que tout est bien codifié, bien respecté, ils vont reprendre les activités comme vous et moi, comme quelqu'un qui n'a aucun problème. Donc, l'hépatite B, la fatigue, tous les signes, même les jaunisses, les yeux jaunes, les têtes, ça peut disparaître totalement lorsqu'on fait un bon suivi, un bon traitement. Mais c'est difficile, le métier n'est pas en arriver là. Absolument. Comme je l'ai dit, personne n'a envie de tomber malade, de se retrouver avec des hépatites à traiter, docteur. Nous allons faire une petite pause et revenir.
Bien, retour sur notre plateau. Retour sur notre plateau avec Christelle Dassy. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, super. Ça fait plaisir de vous retrouver sur notre plateau. Oui. Vous êtes phytothérapeute. Absolument. Et nous retrouvons également Émeric. Bonjour Christelle Dassy. Bonjour, cher ami. Alors, vous avez entendu nos discussions autour de l'hépatite tout à l'heure. Déjà, quand on parle d'hépatite, surtout au niveau, puisque vous êtes phytothérapeute, dites-nous déjà quelles sont les causes générales. Alors, on a deux causes, comme l'a bien décrit le médecin. On a les causes virales et les autres causes qui sont dues à nos habitudes alimentaires. L'automédication, le fait qu'on prenne 4 paracétamol au lieu de 2, et surtout l'alcool. Et ceux qui ont la vilaine habitude de prendre de l'alcool, de prendre leurs médicaments avec de l'alcool. Le foie, étant le laboratoire du corps, il ne supporte pas qu'on le brusque, il ne supporte pas qu'on lui donne trop de boulot. Et donc voilà. Ce sont les causes en général que l'on rencontre. Voilà. Très bien. Vous recevez sûrement dans les plantes, ce sont les hépatites. On arrive, ou plutôt, comme le médecin l'a dit, on se réfère aussi aux plantes pour pouvoir les calmer ou bien les traiter. Absolument, et autres, oui. Bien souvent. Mais parfois également, ça nous crée bien des dommages aussi, si on ne s'y prend bien. Oui. Alors, il faut dire qu'on a beaucoup de chance que la médecine moderne soit, parce que dans la médecine traditionnelle, on a du mal à dire que la personne souffre d'hépatite. Ça, c'est la vérité, il faut le dire. Et on soigne en médecine traditionnelle les symptômes. C'est pour ça qu'on dit que c'est une médecine de prévention. Et donc, elle vient en accompagnement de ce que la médecine moderne applique et fait comme travail. Souvent, l'habitude prise par les personnes de prendre des tisanes crée un terrain propice aux hépatites. Parce que leur façon de prendre les tisanes ou de les préparer n'est pas la bonne façon. Trop de plantes, trop concentrées, et que l'on prend avec de gros gobelets, on prend 4, 5, 6 fois, au point même de sentir des douleurs. Des douleurs dans le ventre. Voilà, c'est comme ça on dit que le médicament travaille. Donc ça aussi, ça crée un terrain propice aux questions d'hépatite. Et comme je vous l'ai dit, la médecine traditionnelle de chez nous n'a pas forcément eu dans le passé les outils nécessaires pour combattre l'hépatite de façon efficace. La médecine moderne nous a beaucoup aidés. Et on soigne les symptômes. On poursuit on cherche à soigner le foie. Alors, avec ce qu'on connaît du foie et de ses dysfonctionnements. Mais parfois, comme l'a dit le médecin, l'hépatite, il vous donne la diarrhée et la diarrhée ne vous fait pas penser au problème de foie. C'est ça. Voilà, donc c'est ça. En médecine traditionnelle, ça a été longtemps le problème. Et on va soigner autre chose et au lieu de soigner le foie. Et parfois, en voulant se prémunir du palu, on le fait de la mauvaise manière et ça crée un terrain propice à des hépatites médicamenteuses, comme on dit. Voilà. Oui, médicamenteuses. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des plantes spécifiques qui sont beaucoup plus, disons, qui vont beaucoup plus donner donc ces terrains propices-là, mais qui vont vous donner plus facilement les hépatites si c'est trop pris? Alors oui, c'est toutes les plantes. Toutes les plantes. Comme tous les médicaments de la pharmacie, c'est toutes les plantes. Tout est une question de mesure. Il faut consommer ces produits-là en respectant les doses. Beaucoup de phytothérapeutes aujourd'hui font ce travail et donnent des doses, indiquent et expliquent comment est-ce qu'il faut prendre les plantes aux personnes qui viennent vers eux aujourd'hui. Ce qui n'a pas toujours été le cas puisque c'est la grand-mère qui fait la tisane. La tisane, oui. Et tout le monde il passe en file indienne. Sans cela, il n'y a pas le petit déjeuner. Le petit déjeuner, oui. Donc aujourd'hui,
je pense que on a fait un travail où ce savoir-faire est en train de prendre de bonnes habitudes et où les consommateurs eux-mêmes nous écoutent un peu plus parce qu'il y a la sensibilisation et du corps médical et des phytothérapeutes pour que tout le monde puisse profiter de la nature tout en restant en bonne santé. Très bien. Oui, en fait, je voudrais demander si aujourd'hui on peut traiter l'hépatite traditionnellement ou de façon médicamenteuse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et en être guéri totalement. Alors, j'ai écouté attentivement le médecin tout à l'heure et il a dit qu'il y a deux étapes. Il y a l'étape chronique ok, et il y a l'étape aiguë. Oui. Je vais rester modeste. Je ne suis pas médecin. Je connais les plantes, mais je ne suis pas médecin. Bien sûr. Et donc, je ne peux pas vous répondre oui. D'autres phytothérapeutes vous diront oui, c'est possible. Oui. On peut le faire, on a des plantes. Mais ce que je sais, c'est que si vous me dites que vous êtes dépisté et que vous avez l'hépatite et qu'elle n'est pas chronique, moi, je peux vous indiquer une plante à utiliser, que vous pouvez utiliser, qui vous aidera et aidera le corps à éliminer le virus, en tout cas dans de bonnes conditions. Je peux aussi vous indiquer la plante à prendre le plus régulièrement possible pour éviter que de simples cas de contamination ne deviennent un problème. Pour rester prudent, voilà ce que moi je peux faire en tant que herboriste. Voilà. Alors, au-delà des plantes, est-ce qu'il y a des aliments qui entrent en ligne de compte quand on parle de guérison de l'hépatite? Nous, au Bénin, on mange beaucoup de légumineuses. On a les mangues, tout ça. Toutes ces plantes-là contiennent des molécules qui nous permettent de nous protéger d'une certaine manière. C'est vrai que d'autres ingrédients se sont invités depuis dans notre façon de cuisiner ces légumes, trop d'huile, et parfois des huiles transformées, mais il reste quand même important de garder une alimentation liée à son terroir. Pourquoi? Nous avons un ADN qui a appris à manger ce que nos ancêtres ont consommé durant des siècles. Et vous allez remarquer que la plupart des Béninois, en tout cas des peuplades font et autres, sauf les Peuls et certains peuplades nordistes qui sont des éleveurs, sont allergiques au lait, en tout cas intolérants au lactose. Parce que leurs ancêtres n'en consommaient pas. Aujourd'hui, il y a du lait et quand vous le consommez, vous allez directement au petit coin. Je fais partie du cas. Je ne supporte pas le lait. Ni le lait synthétique, ni le lait naturel. Le lait naturel, c'est pire. Je ne mange pas de fromage, en tout cas, pas gourmandise, mais j'en subis les conséquences. Et quand je prends les crèmes glacées comme ça, ben, je vais aux toilettes aussi. Il en va de même pour ce que nous avons l'habitude de manger. Vous voyez, les manignas, frottétés, poumons, tout ça entre en ligne et compte d'une certaine bonne santé. Et parfois, quand vous ne mangez que ça, vous faites très rarement le palu. Parce que notre corps a associé ces aliments-là à une certaine bonne santé. Voilà. Et donc, ce que nous mangeons de façon traditionnelle est notre premier médicament. Il nous évite les questions de dérèglement hormonal, les questions de cancer de l'estomac ou toute autre chose. Et donc, les questions d'hépatite. Voilà. Est-ce que dans vos consultations, est-ce que vous avez souvent des cas d'hépatite et si vous en aviez, quels sont, les types d'hépatite que vous recevez très souvent? Alors, oui, on me contacte pour des questions d'hépatite. Pas très souvent, mais ça arrive. L'hépatite la plus courante est due à une trop grande consommation d'alcool. Celle, je suis assez jeune, donc celle que l'on remarque aujourd'hui, elle est due
à un dérèglement des habitudes alimentaires. Entre autres, les gens boivent trop. Et donc, vous avez une sorte de gonflement de la joue, une joue qui devient toute lisse, la peau qui change de texture et tout. On a du mal à digérer, on a des remontées acides et tout. Ce n'est pas des cas graves, mais c'est des débuts de fatigue du foie, qui sont dus au tout premier signe du foie, indiquant que les habitudes que l'on a prises ne sont pas bonnes. Et donc, j'ai souvent ces cas-là. Il faut conseiller à la personne de changer, d'arrêter de boire, ou de boire de la bière, parce qu'ils boivent beaucoup. Et ils vont vous dire, écoute, t'as pas un autre conseil à me donner? C'est vrai, encore qu'ils vont raconter que leur grand-père prenait tous les matins le petit verre là de soda-bi et qui s'est toujours très bien porté. Ils sont assis de 19h à 4h du matin et ils boivent. Ils boivent des litres, des hectolitres. Et donc, les cas d'hépatite due virale sont rares. Elles n'ont pas disparu, mais la plupart des gens, comme l'a dit le médecin, l'éliminent. Ils éliminent parce que l'environnement et l'alimentation est propice à ce que le corps l'élimine. Celle qui est le plus répandue chez les hommes, surtout les femmes boivent très peu, chez les hommes, c'est cette hépatite due aux mauvaises habitudes. Et la bière, le whisky, et pour la plupart, beaucoup de whisky frelaté. Et voilà. Il y en a tellement sur le marché. Oui, il y en a beaucoup, oui. Ouais. Alors, docteur, vous avez suivi un peu notre phytothérapeute sur les éléments. Je voudrais justement revenir sur la question de l'alimentation. C'est vrai qu'on n'en a pas trop abordé, mais je voudrais demander si dans le traitement, est-ce que c'est un point à aborder? Merci. J'ai écouté le phytothérapeute. C'est exactement, en fait, ce qui se passe. Vous savez, quand je disais que le traitement, même l'hépatite A, qu'on peut éliminer et c'est à vie, j'ai dit le mot d'hygiène alimentaire est primordial parce que si vous n'avez pas un système capable de l'éliminer facilement, ça va vous créer tellement de dégâts avant de réussir quand même à l'éliminer. Et ces dégâts-là, parfois, c'est irréversible. Du coup, le mode alimentaire, c'est une condition sine qua non pour pouvoir réussir à se protéger de l'hépatite B. Comme je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, nous aussi on a pris par là, les mamans préparent les tisanes tous les matins avec un grand gobelet, nous tous on s'aligne, sinon on n'a pas de petit déjeuner. J'ai dit que honnêtement, après j'ai regretté d'avoir vécu ça parce que en fait j'ai quelques signes après qui me disaient qu'en fait que le foie a une difficulté. Et avec le temps, comme je suis dans le domaine, ça m'a permis à régulariser mon foie, à avoir une bonne hygiène alimentaire. Du coup, aujourd'hui, je peux dire avec certitude que ces tisanes ne m'ont pas fait du bien. Je le dis à haute voix que ça ne m'a pas fait du bien parce que la dose qu'on nous donnait en son temps, si tu ne bois pas, c'est qu'il n'y a pas moyen, on est obligé de boire. Et on incite nos foies, nos reins à sécréter excessivement d'urine, à faire ci, à faire ça. Et on se dit que bon, ça c'est la bonne santé. Alors qu'en fait, ça fatigue. Tu vas uriner beaucoup. Beaucoup. Ça fatigue les organes parce que plus vous les surchargez et qu'ils travaillent au-delà de ses capacités, plus ça va réduire votre espérance de vie. Parce que chaque organe a une durée de vie donnée. Et lorsque vous êtes surchargé, lorsque vous sollicitez excessivement sa fonction, vous allez forcément réduire sa capacité à vivre. Au moment où vous devez vivre peut-être 10 ans, vous allez peut-être réduire ça à 5 ans, à 6 ans. Et après 6 ans déjà, le rein, le foie se fatigue complètement et vous allez commencer par avoir des complications. C'est la même chose qui se passe, c'est pas que ça s'est cessé. Parce que je connais des familles encore qui continuent de faire cette pratique-là aujourd'hui. Même non seulement ça, j'ai des bonnes dames qui, on ne sait pas ce qu'ils mettent dans les plantes, ils préparent tout, ils mettent dans des bidons de posotomène, ils mettent sur la tête, elles se promènent. Les aimants boivent tout le temps, même dans les maisons. Moi, ma propriétaire par exemple, presque tout le temps, la dame passe. Tout le monde, les enfants s'alignent, on achète, on donne à boire à l'enfant. Je regarde, j'ai dit, mais c'est pas possible de faire ça. Vous ne l'avez pas interpellé encore? C'est bien marrant. Bien marrant. Bien marrant, on te dit, mais écoute, c'est celui qui est amer. Alors que, par exemple, il y a une plante qui est très bonne pour le foie, c'est le codon. Oui. Mais à consommer avec modération. C'est très parce que c'est très lourd. Oui. C'est très lourd pour le rein. Et ces bonnes dames, quand on dit la tisane amère,
Ben, c'est le colore qu'elles mettent en quantité. En quantité. Et ça, on l'a. Et quand on sent le mal, ils sont dit, oui, ça, le médicament là. Ça marche. Ça marche. On sent ça dans le corps. Alors que non, il faut, je pense que l'Afrique, c'est magnifique, le Bénin surtout, on a beaucoup de savoir et beaucoup de savoir-faire, mais tout ce savoir-faire doit venir rencontrer et la science moderne et le 21e siècle pour que ça marche. Parce que vraiment, avec tout ce bon savoir, on se crée d'autres problèmes. On fatigue le rein, on fatigue le foie, et le pancréas, et tout. Même la bile est fatiguée. Parce qu'il faut sécréter un peu de tout en surplus pour gérer ces éléments qui entrent. Voilà. Très bien. Docteur. Oui, quand il a sorti le mot col de toilette, ça m'a rappelé mes expériences en néphrologie. Et j'ai eu quelques cas de patients avec nos maîtres en consultation qui ont une insuffisance rénale chronique, stade où c'est la dialyse. Et dans les recherches, on a retrouvé dans plusieurs cas la consommation excessive de codoc. Ils adorent prendre des codoc régulièrement, alors que plus c'est amer, plus c'est le rein qui en paye le prix, plus c'est sucré, plus le foie en paye le prix. Et du coup, quand ils consomment des médicaments là, mais là, on se dit que bien les reins fonctionnent. Il y a une hyperurie qui fait que la personne urine correctement. Ils sont diurétiques. Voilà, du coup, ils en boivent régulièrement de l'eau, ils pissent, ils boivent de l'eau, ils pissent et ils se disent que voilà, c'est la bonne santé. Alors qu'en fait, c'est les reins qui se fatiguent. Mais sachez que le codor, c'est une racine. Oui. C'est la racine la plus vendue. C'est vrai. C'est la racine la plus vendue au Bénin, surtout au sud, pour les questions de palu. Ditaire, c'est la racine la plus vendue. Eh bien, même si c'est la plus vendue, ça dénote donc de ce que c'est la plus consommée, donc avec ses conséquences également sur la santé. Voilà. Docteur, sur la maladie, est-ce qu'il y a d'autres éléments d'information que vous voulez partager avec nous? Non, surtout au niveau de la prévention, lorsque vous avez un problème de foie ou bien que vous avez l'hépatite B, même les produits pharmaceutiques comme le paracétamol, n'en prenez pas. Vous pouvez prendre juste 2 comprimés de paracétamol et vous retrouvez là où il ne faut pas. L'aspirine, des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou stéroïdiens, les corticoïdes, il faut éviter d'en prendre. Parce que lorsque vous avez un problème de foie, c'est le foie qui métabolise ces médicaments quand vous en voyez. Ça aggrave les problèmes au niveau du foie et vous allez vous retrouver. Vous allez dire que pourtant vous avez pris un produit pharmaceutique. Oui, mais parce que vous n'avez pas demandé conseil. Et vous ne connaissez pas non plus même votre statut sérologique d'abord avant de consommer ces produits. C'est pour ça l'automédication, comme je l'ai dit dans une de mes émissions, même un simple paracétamol que vous allez prendre pour dire que c'est la première chose, comprendre qu'on a la fièvre, vous allez vous créer des problèmes. Quelqu'un qui a l'hépatite B, qui avec les signes comme la fièvre, l'ictère, où vous lui mettez des paracétamol, ça vous aggrave son cas. Donc, sur ce point-là, je tiens à dire, quand quelqu'un a déjà l'hépatite B, qu'il évite de consommer des paracétamol simplement, ou d'aspirine, ou des anti-inflammatoires, ou tout ce qui peut être métabolisé au niveau du foie, y compris de l'alcool, parce que c'est là-bas ça va. Très bien. Alors, Christelle Dassy disait tout à l'heure qu'il y a des comportements donc, au niveau des hommes, parce que justement, les femmes et les hommes n'ont pas forcément les mêmes comportements. Absolument. Et je voudrais juste demander, je reste sur le médecin, je voudrais juste demander justement si le nombre d'hommes et de femmes qui ont les hépatites, il y a un fossé. Est-ce que ça veut dire ça? Bon, il y aura forcément un fossé et surtout au niveau des complications également, il y aura un fossé. Par exemple, quelqu'un qui a attrapé l'hépatite C, par exemple, et qui ne consomme pas de l'alcool, et quelqu'un qui a attrapé l'hépatite C, qui consomme de l'alcool, forcément, les deux n'auront pas les mêmes manifestations, les mêmes complications. Ce qui veut dire que si la femme consomme pratiquement pas des produits alcooliques et que l'homme en consomme, si les deux ont l'hépatite B, forcément, le pourcentage de complications au niveau de l'homme va forcément être un problème. Mais la même chose aussi au niveau de l'hépatite E, par exemple. L'hépatite E, c'est beaucoup plus chez les femmes enceintes. D'accord. Et c'est beaucoup, jusqu'à 20% de mortalité. Quand une femme enceinte attrape l'hépatite C, l'hépatite E. L'hépatite E. L'hépatite E. Elle mange beaucoup. Elle mange beaucoup et du coup, c'est plus facile chez la femme enceinte de développer des complications, lui, parce que déjà, il y a encore un enfant qui est dedans. Il a besoin de beaucoup d'autres aliments, beaucoup de choses pour pouvoir augmenter son métabolisme. Du coup, elle en consomme. Elle va manger du tchantchanga. Elle va tout manger. Voilà, elle va tout manger. Mais les envies de grossesse et autres. Je pense aussi que les hommes ont plus de chances de développer une hépatite dangereuse parce que les femmes, pour la plupart, se feront dépister quand elles vont tomber enceintes.
Alors que les hommes, comme il a dit, celui qui n'est jamais tombé enceinte n'ira pas se faire dépister. Et ce n'est pas une habitude que les gens prennent d'aller à l'hôpital, parce que pour eux, l'hôpital, c'est négatif. Et donc, la plupart des hommes, tant qu'ils sont en bonne santé, et la plupart, je n'ai pas dit tous, ils ne font pas ça. Voilà. Très bien. Alors, nous allons recevoir sur le plateau Modeste pour la suite de l'émission. Émeric, je vous libère. Allez, une transition donc pour installer Modeste. On revient en plateau. Modeste, les messages. Alors, le premier message qui dit l'hépatite est un thème qui désigne toute inflammation. Celles-ci peuvent avoir plusieurs causes. Elles sont souvent d'origine virale ou alcoolique, mais elles peuvent également être dues à certains médicaments ou troubles du système immunitaire. Pour les hépatites causées par un virus, dans ces cas, lorsque le virus pénètre le foie, il se met à s'y multiplier et ce qui est la cause de l'inflammation et les signes et des symptômes de l'hépatite. Alors l'hépatite est dite chronique lorsqu'elle persiste au-delà de 6 mois après le début de l'infection. Revenons à l'hépatite, on peut la catégoriser en 2 grands groupes, l'hépatite virale et l'hépatite non virale. Un autre message qui dit « Bonjour le plateau ». Il dit « C'est quoi les causes de l'hépatite ?» Je pense que le docteur a déjà répondu. Mais bon, comme on est dans la partie message, on peut faire très très rapidement un récap pour lui. Oui, comme on l'a dit, l'hépatite est causée soit par un virus, soit par ce qu'on a consommé. C'est les 2 grands groupes. Les virus, ça peut être A, B, C, D et E, ou ce qu'on a consommé peut être de l'alcool, des médicaments, de tisanes mal consommées. Tout ça, ça peut être à l'origine de l'hépatite. Alors, un téléspectateur dit je vous fais part de quelques signes d'alerte que j'ai eu de l'hépatite C. Il dit en 2012, j'étais constamment fatiguée, moi qui débordais de vie, femme très active. Je ne comprenais pas cette fatigue. Mon corps m'échappait. J'avais beaucoup de mal à me concentrer sur un test. Moi qui étais comptable, des pertes de mémoire très importantes. Je ne me retenais plus. Je ne retenais non plus les chiffres. Un résultat, une marge. J'étais de moins en moins performante. De plus, je souffrais beaucoup de douleurs articulaires. Alors, perte de mémoire, douleurs articulaires, docteur. Quand on dit la fatigue, là, c'est que c'est la fatigue à tous les niveaux. Elle a une fatigue intellectuelle, c'est normal qu'elle perd les repères, perd les chiffres, quand elle va se soigner, tout va redevenir normal. Très bien. Bon, j'espère qu'elle a pu prendre, donc, bien suivre un traitement pour pouvoir aller au bout donc, de cette maladie. Alors, un autre témoignage qui dit « Ma vie au quotidien était de plus en plus difficile, la fatigue provoquée m'échappait de mener une vie normale. Je ne pouvais plus faire mes courses, je marchais difficilement, toutes les articulations me faisaient souffrir. Pratiquement toutes les lourdes tâches ménagères étaient prises en charge par une aide ménagère. J'ai été transfusée par 2 fois, tellement mon taux d'hémoglobine était bas. Perte de ma fertilité, chute des cheveux, peau et muqueuse sèche. Et je vous épargne de ma vie de couple. Réaction? Tout à fait, comme je le disais, intellectuel, sexuel, tous les sens. Les cheveux. Les cheveux, tout le système. Ça, il est en train d'évoluer vers l'hépatite féminin. Si elle ne sait pas faire, elle va se retrouver avec les corps jaunes, les pipis Coca-Cola, les selles décolorées complètement là. C'est que le foie perd sa capacité. Vous ne faites pas vite, elle peut en passer. Vous voulez réagir, Christelle? Je pense qu'elle devrait aller à l'hôpital. Oh, ouais. Là, elle a dit 2012. 2012, oui. Donc, je pense que oui. Elle nous fait un petit qu'elle a eu prompt rétablissement et que... C'est pour ça qu'elle fait témoignage qu'elle, ce qu'il a alerté à aller se faire dépister. Et puis, sûrement qu'aujourd'hui, elle se porte très bien. Que... Si elle nous écrit encore, oui. C'est sûr. C'est sûr. Autre chose? Oui, la pensée du jour qui dit « La maladie est une conviction ».
La maladie est une conviction d'Italo Calvino. La maladie est une conviction. Docteur. C'est une pensée qui fait réfléchir. Hein. La maladie est une conviction. Est-ce dans le sens de dire que c'est quand on y croit qu'on est malade ou dans le sens, je ne sais pas dans quel contexte il emploie, mais pour moi, est-ce une conviction? Non. Quand vous avez une maladie et que vous n'y croyez pas, vous pouvez en mourir. Mais quand on dit qu'une maladie c'est une conviction, c'est que c'est comme si c'est quand vous croyez que vous avez une maladie que vous l'avez. Et moi, je ne suis pas d'accord. Mais non, on dit aussi que avant de guérir d'une maladie, il faut déjà avoir en tête que vous l'avez déjà vaincu et que justement, vous pouvez y arriver. Et donc, la pensée positive. Dans ces cas, on peut être d'accord que j'ai la maladie, mais j'ai la conviction que ça va passer. Ça, c'est un autre niveau de foi. Mais dire que la maladie, c'est une conviction que c'est quand on y croit qu'on est malade, ça, là, je ne suis pas d'accord. Christian? Alors moi, je pense que c'est compliqué s'il faut philosopher en la matière. Oui, la maladie est une conviction, c'est ça. Hein? Oui, elle est une conviction quand vous ne faites rien pour l'éviter. Oui. Pourquoi? Quand vous ne faites rien pour l'éviter, quand vous ne vous dépistez pas, eh bien oui, elle devient une conviction. Pourquoi pas? Oui. Modeste? Alors, la maladie est une conviction, c'est une citation d'Italo Calvino. C'est un écrivain, un dramaturge italien. Très bien. À présent, test ta culture à présent avec nos invités. Christelle Dassy n'a pas encore participé à test ta culture. Non. Alors, c'est donc quelques questions donc sur la culture générale et auxquelles donc nous essayons de répondre. Et si vous avez la réponse, vous la donnez tout simplement. Alors, le générique ou plutôt le jingle de Testa Culture. Voilà, teste ta culture. Apparemment, mon réalisateur est fan de Modeste aujourd'hui. C'est pour ça que les derniers plans sont sur Modeste avec sa couleur rose. La couleur de l'amour. Absolument, pourquoi pas. Ça marche. Mais pas encore sur le docteur et puis sur Christelle. Alors, je sens la joie. Ah oui, je sens l'amour, mais je sens la joie. D'accord. On y va donc. Première question. Quel est cet être-là qui marche à 4 pattes le matin, à 2 à midi et 3 le soir? Un homme, personne âgée. Une personne troisième âge. Merci, je peux accepter parce que justement c'est un homme. Merci, c'est une personne âgée, un homme tout simplement. Quel est le nom officiel du terrain de tennis? Un terrain de tennis, quel est son nom officiel? C'est vrai qu'il y en a plusieurs types. Mais il y a un adjectif, un nom commun à eux tous. Vous connaissez? Cour? Exactement. Le court. C'est Okay. masculin, le court. En combien de temps la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? Plusieurs fois. Non. Ça, c'est cours primaire. En 360 jours. 5 jours. Ah bon? Oui. Autour du soleil. Oui. Ok. 365 jours et un quart. Dans quel pays parle-t-on l'afrikaans et l'anglais? En Afrique du Sud. Merci, exactement, Afrique du Sud. Et quelle ville est cette ville-là qui a construit le premier métro au monde? Quelle ville? Le premier métro au monde? Paris? Non, pas Paris. Le premier métro, hein? Oui. C'est New York? Non. On a dit la ville, pas le pays. Oui. Le pays, c'est les États-Unis. Oui, La ville, mais non. Pas aux États-Unis. pas aux États-Unis. Non. Los Angeles? Mais Los Angeles, c'est... Non, si ce n'est pas aux Ça, États-Unis, alors c'est Londres. Merci, exactement, Londres. Londres. Alors,
pour rappel, le premier métro est construit à Londres, donc il a été inauguré le 10 juillet 1863 sur 6 km 5 entre Farrington Street et la gare de Paddington en traction vapeur. On m'aura plus sachant. Exactement. Alors, je pense que cette question, tout le monde a la réponse. Qui a mis le pied sur la Lune? On connaît la réponse. Oui, on connaît la réponse. On suit ça sur les médias. Comment il s'appelle? Modeste. Non. Attendez, je l'ai sous la main. Oui, je sais. Parce que chaque année, on ne manque pas de le Et dire. il est dans tous les films américains. Exactement. Ils sont tellement fiers. Oui. Alors, il s'appelle... Bon, je vous donne Neil Armstrong. Neil Armstrong. Exactement. Sans oublier Yuri Gagarin. Oui, aussi, ils étaient deux, exactement. Neil Armstrong, qui est né le 5 août 1930 dans l'Ohio, aux États-Unis, est mort le 25 août 2012. On ne parle pas souvent de De l'homme l'autre. russe. De l'autre. Oui, Bon, surtout qu'il y a un boycott, on le fait un petit coup d'œil. Exactement. Voilà, il y avait le russe aussi, ils n'étaient pas seuls les Américains. Je suis d'accord, je suis absolument d'accord. Alors, septième question, quel fleuve a le plus gros débit du monde? Gros débit du monde. C'est quoi ces questions? Le Niagara? Non, pas le Niagara. Le plus gros débit du monde. C'est le fleuve Congo. Le fleuve Congo vient en deuxième. Ah non, alors je ne Oui, sais plus. le fleuve Congo vient en deuxième, c'est l'Amazone. Il s'appelle l'Amazone. Il faut dire qu'en 2019, les experts ont mesuré le plus gros débit fluvial jamais enregistré dans le monde, donc autour de 280 000 mètres cubes, soit 5 fois plus que celui du Congo, deuxième fleuve du monde. Merci. Alors, huitième question, combien y a-t-il de joueurs sur un terrain dans une équipe de baseball? Je ne sais pas si vous suivez le baseball. 6, non? Non, pas 6. Ils sont Pas quatre. trop, non. Combien sur le terrain? Dans une équipe de baseball, dans une équipe. Alors, il y a le quarterback, il y a le... Ils sont 8. 8. Ils sont 9. Oui, ils sont 9. Pas trop loin non plus. Et pour finir, bon, ça c'est pour ceux qui sont amateurs donc disons, de mise en place de décoration et autres. De quel côté de l'assiette doit-on poser le verre à vin? Si vous êtes amateur de vin aussi, pourquoi pas? Le verre à vin. Je n'en bois pas donc. Du côté droit. Merci, exactement. Parce que la plupart des gens sont droitiers. Et pour manger, on fait ça. On ne va pas faire ça. Merci beaucoup, Christelle Dassy, qui, ma foi, pour une première fois, a battu donc nos autres coéquipiers. Moi, je ne rivalise avec personne. Je leur laisse le libre champ de gagner. Je sais. Merci beaucoup, Christelle. Merci. Docteur. Mais on va quand même dire un mot de fin, Modeste. Faites-vous dépister aussi le vaccin. Je pense que le vaccin est quand même primordial. Le vaccin, dépistage d'abord et le vaccin ensuite, donc pour pouvoir éviter le maximum d'hépatite. Docteur. Oui, ce que je dirais, c'est la prévention est toujours meilleure. Les modes de contamination doivent être maîtrisés pour éviter de se faire contaminer. Et les couples, qu'on cultive l'habitude de se faire dépister avant de tomber enceinte, avant d'accoucher, pour préserver la vie de nos enfants. Et la vaccination, comme je l'ai déjà dit au départ, si vous allez à Messebor, c'est avec 4 000 francs, vous allez faire une dose. Aujourd'hui, c'est 3 doses. Avec 12 000 francs, vous avez déjà fait votre budget et puis vous vous faites vacciner. Et si vous n'êtes pas près de Cotonou, alors c'est là où vous êtes. S'il n'y en a pas, vous achetez, c'est à 7 000 francs la dose et puis vous faites les 3 doses et puis vous êtes protégé. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que les enfants et les adultes ont droit au même type de vaccin? C'est-à-dire que toute la famille peut se faire vacciner avec les mêmes vaccins? Oui, c'est les mêmes vaccins, mais c'est adapté à l'âge. D'accord. Pour les enfants, selon le programme de vaccination,
Et jusqu'à 9 mois, quand l'enfant suit correctement sa vaccination, il est vacciné contre l'hépatite B et il y a des rappels. Mais l'adulte qui n'a pas fait sa vaccination, il faut qu'il se rattrape. C'est là qu'il peut aller se faire vacciner. Très bien. Christelle Dassy. Alors, en dépit de toutes les méthodes de prévention ou de recettes traditionnelles ou familiales, moi je conseille d'abord que l'on aille se faire dépister. C'est très important. Il faut se faire dépister. Il faut se faire traiter si on est malade par un médecin avant de venir ajouter tout ce qu'il y a à ajouter de façon traditionnelle en suivant les conseils. C'est très important en suivant les conseils. Oui. Merci beaucoup, Christelle Dassy. Vous êtes herboriste, vous êtes phytothérapeute. Merci. Félicien Edon, notre médecin sur le plateau, Modeste, pour tous ces éléments d'information sur vos rubriques. Il y avait également Émeric Okoupeli qui était avec nous sur le plateau. Amis téléspectateurs, les hépatites, vous les connaissez mieux désormais, les différents types, les modes de transmission qu'il faut maîtriser pour pouvoir les éviter au maximum. Et n'oubliez surtout pas d'aller vous faire dépister et pourquoi pas vous faire vacciner contre les hépatites. Et si vous êtes malade, si vous sentez de la fatigue, des éléments inhabituels dans votre corps, s'il vous plaît, allez à l'hôpital, allez vous faire dépister pour pouvoir vous faire suivre convenablement. C'était un plaisir d'être avec vous, chers invités, et en votre compagnie également, amis téléspectateurs. À demain.